découvrant son mari faire la lessive secrètement la nuit après chaque voyage d'affaires, l'épouse a décidé d'enquêter, et après avoir sorti les vêtements de la machine à laver. Que cachait-il? Anne se réveilla au milieu de la nuit et remarqua que son mari n'était pas au lit. Venant du couloir, elle entendit le son de la machine à laver en marche. Perplexe, elle se leva et alla vérifier. En arrivant, elle trouva Marc lavant secrètement des vêtements quelques heures seulement après son retour d'un voyage d'affaires. Sa réaction désespérée en la voyant éveilla immédiatement ses soupçons. Incapable d'oublier la scène, Anne décida de vérifier la machine à laver lorsque son mari s'endormirait. Et dès que le cycle fut terminé, bienvenue. Voici Léon de la chaîne Le Coin des Histoires avec une nouvelle histoire pour vous. Avant de commencer, écrivez en commentaire d'où vous nous regardez. Nous espérons que vous apprécierez l'histoire d'aujourd'hui. Marc, pourquoi n'es-tu pas endormi? Anne sortit de la chambre, resserrant la ceinture de sa robe de chambre en marchant. L'appartement était sombre, avec seulement une mince bande de lumière provenant de la buanderie. L'horloge de la cuisine indiquait presque 3 heures du matin. Marc était rentré d'un voyage d'affaires quelques heures plus tôt. Normalement, après de tels voyages, il se traînait littéralement au lit et s'endormait avant même d'avoir fini de se déshabiller. C'est pourquoi le bruit de l'eau à cette heure lui parut si étrange. Anne ouvrit la porte de la buanderie. Son mari était accroupi devant la machine à laver ouverte, tenant soigneusement quelque chose de petit dans ses mains. En la voyant, il jeta l'objet, effrayé, dans le tambour avec ses chemises sales. « Qu'est-ce que tu fais ?» Marc, paniqué, se cogna le coude contre l'évier. « Tu m'as fait peur. As-tu regardé l'heure? Il est presque 3 heures du matin et tu fais la lessive. » Le mari se retourna, tournant le dos à la machine à laver. « Eh bien, oui, je fais la lessive. »« Et pourquoi? » En plein milieu de la nuit. Il ne répondit pas. Sur le sol se trouvait une valise ouverte. Les vêtements étaient éparpillés au hasard, comme si Marc ne les organisait pas, mais les fouillait à la hâte. Anne s'approcha. « Laisse ça. Je m'en occuperai demain. » Elle tendit la main vers la pile de chemises. Son mari lui saisit inopinément le bras fermement et Anne se figea. C'était nouveau. En 20 ans de mariage, il n'avait jamais fait ça. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Ce n'est pas nécessaire. Je le ferai moi-même. Marc dit, Anne, va dormir. Elle observa son mari attentivement. Son visage était gris d'épuisement, des cernes sous les yeux, sa barbe plus désordonnée que d'habitude. Mais ce n'était pas seulement ça. Il ressemblait à un homme qui avait peur de quelque chose. Quelque chose s'est-il passé pendant le voyage? Non, répondit-il trop rapidement. Des problèmes avec tes collègues? Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Marc passa la main sur son visage. Mon Dieu, Anne, laisse-moi tranquille pendant 10 minutes. Il le dit d'une manière qui lui fit comprendre que la conversation était terminée. Il ferma la porte de la machine à laver et appuya sur le bouton de démarrage. L'eau commença à couler à l'intérieur de l'appareil. Anne resta devant la porte pendant quelques secondes. Puis elle sortit en silence. Elle s'allongea dans son lit les yeux ouverts, essayant d'écouter le ronronnement du cycle d'essorage à travers le mur. Que cachait-il là-dedans? Des traces de rouge à lèvres. Le parfum d'une autre femme. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, mais son intuition féminine lui disait que c'était autre chose. 40 minutes plus tard, la porte de la buanderie se referma. Marc entra doucement dans la chambre, s'allongea au bord du lit, lui tourna le dos et resta immobile. Anne connaissait bien cette ruse. Il faisait semblant de dormir pour éviter toute conversation. Elle attendit encore une demi-heure, et lorsque sa respiration devint profonde et régulière, elle sortit du lit sans faire de bruit. Mettant sa robe de chambre, Anne retourna à la buanderie. À l'intérieur de la machine à laver se trouvaient des vêtements humides, des chemises boutonnées, des t-shirts, des chaussettes, rien d'anormal. Elle était sur le point de fermer la porte quand, entre les plis du tissu, elle remarqua quelque chose de petit. Au début, elle pensa que c'était une chaussette de bébé, mais c'était autre chose. Anne retira soigneusement l'objet, et dans sa main se trouvait un chausson de bébé tricoté, jaune, vieux, décoloré et très petit. Elle resta quelques secondes à le fixer. Puis elle s'assit lentement sur le bord de l'évier de la buanderie. Leur fils, Hugo,
avait eu 20 ans il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait plus d'articles pour bébé dans la maison depuis de nombreuses années. Marc lui-même avait insisté à un certain moment pour que tout soit donné à Emmaüs. C'est pourquoi Anne ne pouvait pas comprendre d'où venait ce chausson, ou plutôt comment il s'était retrouvé dans sa valise. Elle resta assise sur le bord de l'évier, faisant tourner la petite pièce de laine jaune et humide entre ses doigts. L'appartement était calme, juste le réfrigérateur qui ronronnait dans la cuisine et l'eau qui murmurait doucement dans les tuyaux. Elle regarda cette étrange découverte et réalisa soudain qu'elle avait vécu presque 20 ans comme si elle suivait un script écrit par quelqu'un d'autre. La voix de sa mère refit surface dans sa mémoire. « Anne, arrête d'être si difficile. Et alors si tu veux être artiste ? Qui a besoin de tes peintures aujourd'hui ? Marc est un homme fiable. Il a un emploi de cadre, ramène un salaire régulier. Il ne traîne pas sans but. Ça vaut le coup de rester avec un homme comme ça. L'amour est quelque chose que tu construis plus tard. » Il fut un temps où elle croyait à ces mots. « Eh bien, oui, maman, dit Anne doucement. Je suis restée. » Elle sourit sans aucune joie. Dire que tout avait commencé d'une manière très différente des plans pratiques de sa mère, même si les signes quotidiens d'un futur mariage surétaient déjà là dès le début. Ils s'étaient rencontrés par une nuit d'automne brumeuse à leur résidence universitaire lorsque quelqu'un avait laissé le lait déborder sur la cuisinière et que la cuisine commune s'était remplie d'une fumée grisâtre. Marc, étudiant en 3e année d'ingénierie, ne paniqua pas comme la plupart des gens. Il attrapa simplement un chiffon taché de suie, retira la casserole chaude du brûleur et commença à gratter le désordre brûlé avec un vieux couteau à beurre. Anne était assise près de la fenêtre avec un carnet de croquis, essayant de capturer la ligne de son dos courbé dans un dessin. Leur premier rendez-vous fut un chef-d'œuvre d'absurdité quotidienne. Marc l'emmena dans un restaurant routier délabré à la périphérie de la ville, où les banquettes étaient recouvertes de vinyles collants et où une vieille musique country jouait du jukebox. Anne arriva vêtue d'un manteau trop grand trouvé dans une friperie, ses poches remplies de tubes de gouache et de crayons cassés. Quand ils sortirent, le talon d'une de ses vieilles bottes se cassa. Marc, une fois de plus, resta complètement imperturbable. Il l'assit à un arrêt de bus, sortit un rouleau de ruban adhésif électrique bleu de la poche de son manteau et, méthodiquement, couche par couche, refixa le talon à la semelle. Le ruban bleu vif sur le cuir noir avait l'air ridicule, mais Anne se contenta de sourire tandis que Marc gardait un froncement de sourcils profond, testant la solidité de sa construction. Lorsqu'ils emménagèrent ensemble dans son minuscule studio, la routine les emporta dans un tourbillon de petits compromis. L'espace était divisé par une barrière invisible. De son côté, régnait un ordre chirurgical, cahiers empilés à la règle, cordons du fer à repasser enroulés en imparfait 8, et dans une vieille boîte à café, des vis, écrous et rondelles de rechange étaient tous strictement organisés en rangées. Le robinet de l'évier de la salle de bain, de plus, fuyait toujours, laissant échapper un sifflement mélancolique. Marc passait chaque samedi soir à essayer de le réparer, soupirant d'irritation sous l'évier au milieu des odeurs de rouille et de WD-40. Du côté d'Anne, l'air sentait l'huile de lin, qu'elle utilisait pour diluer ses peintures, et la térébenthine piquante. Son chevalet occupait le seul endroit lumineux près de la fenêtre, bloquant le passage vers le placard. À cause de cela, Marc devait se faufiler de côté à chaque fois, risquant de se tacher d'un bleu outre-mer frais sur sa manche. Il se plaignait. Mais au cours des premiers mois, il le toléra et lui acheta même de nouveaux pinceaux bon marché en économisant sur son propre déjeuner. Leur goût culinaire s'affrontait également avec difficulté. Anne pouvait passer toute la journée à ne manger que des pommes, oubliant de prendre un vrai repas pendant qu'elle peignait. Marc exigeait des repas copieux et simples. Elle se souvenait encore du premier ragoût de bœuf qu'ils avaient préparé ensemble. Marc expliqua longuement que les pommes de terre devaient être coupées en cubes exacts d'1 centimètre et non en morceaux pittoresques et aléatoires comme elle les coupait. Il triait lui-même le riz sec, retirant tout grain noir, et il s'irritait si elle oubliait de fermer la salière, laissant l'humidité ruiner le sel. C'est exactement dans ces détails des chaussettes en laine humide séchant sur le radiateur en fonte, des épingles à cheveux qui se perdaient toujours et que Marc trouvait même dans sa boîte à outils. Les disputes sur le tour de qui était de frotter la poêle incrustée de nourriture brûlée que leur relation s'était construite. À l'époque, Anne pensait que la nature pratique et méticuleuse de Marc était son encre fiable, l'empêchant de se perdre dans le chaos. Elle prenait ses plaintes comme des signes d'attention lorsqu'il la forçait à porter une couche supplémentaire dans le froid de Paris ou la réprimandait sévèrement pour avoir perdu son titre de transport. Elle n'avait même jamais imaginé que cette même encre se transformerait avec le temps en une lourde chaîne,
capable d'entraîner tout ce qu'elle valorisait droit au fond. Combien de fois au cours de ces années Marc lui avait-il dit que pour son propre bien, quelque chose devait changer? D'abord, ce furent ses vêtements. Qu'est-ce que tu portes maintenant? Tu es une femme mariée, pas une étudiante en art à une exposition. Achète quelque chose de normal. Puis vinrent ses cheveux. C'est trop long. Ce n'est pas pratique et tes barrettes se retrouvent partout. Fais-toi couper les cheveux. La victime suivante de ces attaques fut ses peintures. Les huiles avaient une forte odeur. Les pinceaux prenaient de la place. Le chevalet gênait sur le balcon. Avec le temps, tout s'est estompé d'elle-même. Au début, Anne peignait moins souvent, puis seulement le week-end. Plus tard, elle rangea ses peintures dans une poubelle en plastique et la poussa dans le coin le plus éloigné du grenier. En retour, il y eut des cours de comptabilité qui la menèrent à un travail de bureau qu'elle n'aimait pas. Puis vinrent les interminables rapports trimestriels, les feuilles de calcul, les reçus. Au final, c'est ainsi que les choses étaient bien. C'était plus pratique. Du moins, c'est ce que Marc disait toujours. Et voilà Anne regardant le minuscule chausson. Alors, tu avais ta propre vie secrète après tout. Elle glissa la découverte dans la poche de sa robe de chambre et se leva. Le matin commença mal. Anne était près de la cuisinière, remuant le porridge quand quelque chose s'écrasa au sol dans la salle de bain. Quelques secondes plus tard, des pas rapides et lourds résonnèrent. Marc fit irruption dans la cuisine. Son visage était gris comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Dans une main, il tenait une chemise mouillée. Dans l'autre, plus de linge. Où est-ce? Anne ne comprit pas immédiatement ce qu'il voulait dire. Quoi? Où est quoi? Effrayée, elle laissa tomber la cuillère. Elle heurta le bord de la cuisinière et tomba au sol. Marc, peux-tu m'expliquer ça normalement? Ne fais pas semblant de ne pas savoir, cria presque le mari, jetant les vêtements sur l'îlot de cuisine. Tu fouillais dans mes affaires. Anne le regarda et vit dans ses yeux non pas de l'irritation ou de la colère, mais une véritable peur non dissimulée. Tu as ouvert la machine à laver, demanda-t-il, presque en chuchotant. Et si je l'ai fait? Marc se figea une seule seconde, mais cette seconde fut suffisante pour qu'elle comprenne que le chausson signifiait bien plus pour lui qu'un simple vieil souvenir de bébé. Je te demande où est ce qui était à l'intérieur du tambour. Il fit un pas vers elle, penchant sa grande silhouette. Il tremblait. Anne n'avait jamais vu son mari dans cet état. Normalement froid et calculateur, Marc ressemblait maintenant à un animal acculé. Calmement, Anne fouilla dans sa poche et en sortit le chausson, maintenant presque sec après la longue nuit. Elle le posa ensuite sur le comptoir à côté des chemises mouillées. « C'est ça que tu cherches ?» demanda-t-elle doucement. Hugo a 20 ans. Nous n'avons pas de bébé. D'où cela vient-il dans ta valise après ton voyage? Marc serra fermement le chausson, le pressa contre sa poitrine et se tourna vers la fenêtre. Ses épaules se soulevaient et s'abaissaient lourdement. Ça ne te regarde pas. Non, ça ne me regarde pas. Alors Anne sentit des années de sa soumission commencer à se briser d'un coup. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Tu m'as interdit de garder les affaires d'enfance de notre fils. Tu as appelé tout ça des ordures. Et pourtant, tu transportes les vêtements d'un enfant qui n'est pas le nôtre. À qui est-ce? As-tu une autre famille? Un autre enfant? Tais-toi. Quelle famille? Quel autre enfant? C'est un souvenir. Tu comprends? De quelqu'un qui n'est plus avec nous. Le silence s'abattit sur la cuisine. Seul le porridge bouillonnait doucement sur la cuisinière. La voix d'Anne changea. Marc, je ne comprends rien. De qui est cet enfant? Un parent? Une connaissance. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Parce que je ne voulais pas, répondit-il sèchement, et son visage se durcit instantanément comme si une porte s'était claquée. Tu ne voulais pas ou tu ne pouvais pas, demanda-t-elle doucement. Marc, explique-moi ce qui se passe. Si cela a trait au passé, si c'est difficile pour toi, ne commence pas à me repousser. Il prit le chausson et le glissa rapidement dans la poche intérieure de sa veste de costume accrochée au dossier de la chaise. Je ne commence rien. J'essaie juste de comprendre. Eh bien, oui, tu essaies toujours de comprendre quelque chose, de revérifier parce que tu te comportes étrangement et que tu vérifies la machine à laver au milieu de la nuit.
Cela ne te semble pas étrange? Anne fut prise au dépourvu. J'étais juste inquiète pour toi ou tu pensais m'avoir surpris à faire quelque chose. Le mari dit avec une lourde ironie. Arrête. Je te parle sérieusement. Il se tourna de nouveau vers la fenêtre. Je ne veux pas parler pour l'instant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Pendant quelques secondes, il y eut un silence. Marc, ça suffit. Son mari claqua sa main sur le comptoir. Pas trop fort, mais la tasse à café sauta et le café se renversa sur le set de table. Anne pâlit. Regarde-toi, dit-il. Pour un vieux chiffon, tu mènes un interrogatoire. Pour ce vieux chiffon, c'est toi qui faisais la lessive à 3 heures du matin. Marc leva les yeux vers elle, et ce regard la frappa en plein cœur. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Cela nous concerne tous les deux. Non, ça ne nous regarde pas. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte d'entrée. Tu pars? Je pars et nous n'allons plus parler. Marc enfilait déjà son manteau. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Et quand l'auras-tu? Il hésita mais ne se retourna pas. Je ne sais pas. Un instant plus tard, la porte se referma. Anne fut laissée seule. Le porridge continuait de bouillir doucement sur la cuisinière. Elle coupa le gaz et essuya machinalement sa main sur le comptoir. Un silence étrange s'installa soudain dans l'appartement. Certes, en 20 ans, elle avait vu son mari de nombreuses humeurs. En colère, irrité, satisfait, heureux, mais ébranlé, presque jamais. Anne s'approcha de la fenêtre. En bas de l'allée, son mari montait déjà dans son 4x4. Il ne ressemblait pas à un homme qui venait de se disputer avec sa femme, mais plutôt à quelqu'un qui avait été frappé par quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il avait essayé pendant de nombreuses années de ne pas se rappeler. La voiture démarra et quitta lentement l'allée. Anne resta un moment à la fenêtre, puis son regard se porta négligemment vers la porte du balcon. Là dehors, derrière des cartons et de vieilles babioles, son chevalet prenait la poussière depuis des années. À un moment donné, elle s'était promis de peindre à nouveau. Puis vint son travail, les soucis, les interminables tâches ménagères. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Elle détourna le regard. Heureusement, leur fils Hugo passait la nuit dans une résidence universitaire chez un ami et n'avait pas entendu cette dispute. C'était étrange. Mais ce n'est que maintenant qu'il lui vint à l'esprit combien de choses elle et Marc avaient cessé de se dire. Et peut-être que cette déconnexion n'avait pas commencé hier. La journée qui avait commencé si difficilement apporta bien plus de revers qu'elle ne l'avait imaginé. D'abord, elle rata son train de banlieue. Puis elle eut des ampoules aux talons à cause de nouvelles chaussures. Et au fond d'elle, elle regretta plus d'une fois d'avoir choisi de les porter ce jour-là. Pourquoi n'avait-elle pas simplement mis ses vieilles chaussures plates confortables? Non, bien sûr que non. Elle avait décidé de se faire plaisir avec un achat récent. Eh bien, elle finit par en payer le prix. Au travail, elle fut réprimandée par son patron, Georges, pour un rapport du premier trimestre remis en retard, et en plus, il y eut les chuchotements de collègues jalouses, qui pensaient depuis longtemps qu'elle avait fait le gros lot en épousant un cadre dirigeant comme Marc. Après avoir tenu jusqu'à la fin de la journée de travail, Anne se précipita chez elle. Mais là, une autre déception l'attendait. Son mari était déjà passé et avait laissé un mot autocollant sur le comptoir. J'ai une réunion du conseil d'administration. Je serai en retard. Mais mon dîner au réfrigérateur. Son humeur, déjà exécrable, chuta encore plus. En appelant son fils, Anne apprit qu'il ne rentrerait que le lendemain. Eh bien, oui, une autre nuit seule, murmura-t-elle. Et en allumant la télévision, elle se retrouva à regarder un feuilleton en prime time. L'intrigue semblait faite sur mesure, infidélité conjugale, secrets de famille, et bien d'autres choses mélangées par l'imagination d'un scénariste. Sans s'en rendre compte, elle finit par s'endormir et ne se réveilla que vers minuit lorsque la porte d'entrée se verrouilla avec un clic sourd. Anne essaya de serrer Marc dans ses bras, mais il se retira rigidement, affirmant vouloir prendre une douche. Elle ne l'attendit pas et alla directement se coucher. Le lendemain matin se leva de nouveau nuageux. Anne posait les tasses à café sur la table lorsque la serrure de la porte d'entrée fit un clic. Maman. Salut. Hugo apparut dans la cuisine avec son sac à dos sur l'épaule. Normalement,
il entrait dans la maison en faisant du bruit, commençant déjà à partager des nouvelles, mais aujourd'hui, il avait l'air étrangement sérieux. « Salut. » Anne le regarda attentivement. « Non. Tu es malade ? Papa est à la maison. »« Oui. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Hugo passa la main sur son visage et laissa échapper un soupir lourd. « Rien de bon. Maman. » Il baissa les yeux un instant. « Maman, nous devons tous parler ensemble. » Marc apparut dans la cuisine une minute plus tard. Il était déjà habillé d'un costume entièrement boutonné, ses cheveux parfaitement peignés. Après la dispute de la veille, il regarda sa femme comme si elle n'existait pas. « Tiens, mon fils. Quelle surprise. Si tôt. » La voix de Marc sonnait joyeuse, mais fausse. Il s'assit au bout de la table et rapprocha sa tasse de café. « J'espère qu'il n'y a pas de problème avec tes cours à l'université. » Hugo s'assit sur la chaise en face de lui, entrelaça nerveusement ses doigts et fixa ses propres mains. « Les cours vont bien, mais je suis venu dire que Sophie et moi avons décidé de nous marier. » Anne se figea avec la cafetière dans les mains. Une goutte chaude s'échappant du bec tomba sur la cuisinière avec un sifflement. « Avec Sophie » répéta-t-elle, sentant une gêne inconfortable dans sa poitrine. « Sophie Dubois » confirma Hugo, l'air honteux. « Magnifique. » Marc claqua sa main sur la table et ses yeux s'illuminèrent de joie. Pour la première fois en 24 heures, un sourire sincère apparut sur son visage. « Quelle nouvelle !»« Très bien, Hugo. Une vraie décision d'homme. Robert va adorer. Pas plus tard qu'hier, nous avons dit qu'il était temps que vous vous décidiez. »« Attends, papa. » Le fils essaya de dire quelque chose, mais Marc l'interrompit. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Attends, rien. C'est l'union parfaite. Tu dois tout faire comme tout le monde, au bon moment. Une famille de vieille richesse. Les Dubois ont des relations jusqu'au sommet. C'est ta ligne de départ. Tu comprends ? Ta propre entreprise, un appartement de luxe en centre-ville. Je parie qu'Éléonore planifie déjà le mariage au club privé. Marc, ça suffit. Anne claqua la cafetière sur le comptoir avec une telle force que le verre trembla. Elle regarda les épaules courbées de son fils. Hugo, s'il te plaît, regarde-moi. Il leva lentement les yeux, et il y avait une tristesse si profonde qu'elle coupa le souffle d'Anne. Maman, murmura-t-il presque inaudiblement. Tu as 20 ans, dit-elle doucement. Il te reste encore 2 ans de licence. Quel genre de mariage est-ce ? Et surtout, tu ne l'aimes pas. Je le vois. Marc laissa échapper un grognement irrité, se penchant en arrière dans sa chaise. Elle recommence, Anne, ne remplis pas la tête du garçon de tes bêtises de roman à l'eau de rose. Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans ? L'amour vient et s'en va, mais le respect et le capital, ça reste. Sophie est belle, instruite. Que as-tu besoin de plus ? J'ai besoin que mon fils soit heureux, pas qu'il se vende pour l'argent de Robert Dubois. Anne fut surprise par la fermeté de sa propre voix. Et que sais-tu de la vie ? Apparemment, pas moins que toi. Veux-tu qu'il, comme nous, compte chaque centime pendant les 10 premières années, qu'il vive en sautant d'un bail d'appartement bon marché à un autre ? Je veux que mon fils ne répète pas nos erreurs, répondit-elle, qu'il ne vive pas comme s'il remplissait un contrat commercial, comme nous vivons tous les deux. Marc pâlit, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Maman, papa, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Hugo couvrit son visage de ses mains. J'ai déjà pris ma décision. Quoi qu'il en soit, Anne s'agenouilla à côté de la chaise de son fils et essaya de lui retirer les mains de son visage. Hugo, mon chéri, dis-moi la vérité. Ne sortais-tu pas avec Chloé, cette douce fille de la clinique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Son fils devint encore plus sombre. Le souvenir s'avéra assez douloureux. Devant ses yeux apparut le petit studio loué de Chloé, où il faisait toujours bon et où ça sentait le chili maison avec tout, un repas bon marché que son père méprisait complètement. Avec cette modeste infirmière de clinique, il n'avait pas besoin de faire semblant, de garder les apparences ou de répondre aux attentes exagérées des autres. Tous les deux pouvaient juste passer des heures à se promener dans le parc main dans la main ou à boire du café dans sa cuisine démodée, riant sincèrement de petites choses. Chloé le voyait comme une personne vivante normale et non comme un mauvais investissement pour une fusion d'entreprises. Et c'est à ses côtés qu'il ressentait le véritable amour.
Chloé a dit que j'étais faible, murmura-t-il, regardant le sol. Que je ne pouvais pas tenir tête à mon père. Et mon père est allé à son appartement. Anne se tourna brusquement vers son mari. Tu es allé chez Chloé Martin. Marc ajusta sa cravate, évitant le regard direct de sa femme. Oui, j'y suis allé, et j'ai très poliment expliqué à cette petite infirmière qu'elle n'était pas un parti convenable pour notre fils. Anne se mordit la lèvre jusqu'à sentir la douleur. Marc continua, notre fils a un grand avenir devant lui, et cette Chloé l'entraîne droit au fond avec son chili en conserve et son logement bon marché. Moi, en tant que père, j'avais l'obligation d'intervenir. Sans l'investissement de Robert, mon projet fait faillite. Le comprends-tu enfin? Et maintenant, nous allons devenir partenaires. Donc c'est ça. Tu vends ton propre fils, tu détruis sa vie juste pour obtenir un fonds d'investissement. Je construis l'avenir de notre famille, et toi comme toujours, tu détruis tout. Et si ce mariage échoue, la faute te reviendra entièrement. Il attrapa sa mallette en cuir et sortit de la cuisine en trombe. La porte d'entrée claqua. Hugo resta là, les bras ballants, complètement épuisé. Maman, je n'aime vraiment que Chloé, mais papa a raison. Que puis-je lui offrir? Et Sophie est d'accord. Ses parents ont déjà acheté les billets d'avion pour la Côte d'Azur. Non, la Côte d'Azur. Tu n'iras pas à la mairie. Je ne le permettrai pas. Tu m'entends? Et je m'occuperai moi-même de ton père. Les rares rendez-vous entre Hugo et Sophie ressemblaient toujours à des négociations commerciales entre jeunes associés. Ils prenaient un verre dans des cafés chics du centre-ville, parlaient sans enthousiasme de leurs cours universitaires, attendaient leurs parents et faisaient des plans pour l'été, mais ils ne parlaient jamais de leurs véritables rêves. Sophie voyait Hugo non pas comme un homme aimé, mais comme une bonne acquisition. Il était beau, d'une bonne famille, et ne causait pas de problème. Elle avait déjà planifié leur vie future dans les moindres détails, comme si elle montait une proposition commerciale dans laquelle Hugo jouerait le rôle d'un cadre pratique et obéissant. En y réfléchissant, Anne appela son bureau et réussit très tactiquement à obtenir une semaine de congé sans solde de son patron, Georges. Georges, bien sûr, se plaignit par habitude, mais accorda la demande. 1 heure plus tard, Anne était assise dans un petit café de la ville. En face d'elle était assise Laure, son amie de l'école d'art. Leurs chemins avaient divergé il y a longtemps. Anne avait choisi une vie de famille tranquille, et Laure était restée dans la profession, devenant finalement une architecte d'intérieur très recherchée. Au fond d'elle, cependant, elle n'avait pas changé. Elle disait toujours ce qu'elle pensait et ne mâchait jamais ses mots. Laure remua lentement son thé glacé avec une longue cuillère et écouta attentivement. « Attends, dit-elle finalement. Marc a-t-il vraiment dit à voix haute qu'Hugo n'était utile que pour se rapprocher de l'argent de Robert? » Elle secoua la tête, incrédule. « C'est franchement dégoûtant. » Anne serra fermement sa tasse de latte maintenant froid. « Je ne comprends même plus rien. J'ai l'impression de vivre avec une personne complètement différente de celle que j'ai rencontrée il y a toutes ces années. D'abord ce fut le chausson de bébé, puis la conversation sur Chloé et Sophie, et hier, il m'a en fait convaincu que c'est moi qui détruisais tout. Tu imagines? Et le plus terrible, c'est que j'y ai presque cru. » Laure tendit la main et couvrit les doigts de son ami de sa main. Parce que c'est exactement ce qu'il a calculé. Quand on convainc une personne pendant longtemps que le noir est blanc, on finit par douter de ses propres yeux. Anne baissa les yeux. Et se pourrait-il que je manque vraiment quelque chose? Tu le vois. Oui, très clairement. Tu ne veux juste pas en tirer les conclusions. Laure se pencha en arrière dans sa chaise et réfléchit un instant. Dis-moi honnêtement. Penses-tu qu'il a quelqu'un d'autre? Quoi d'autre peux-tu penser? Devant la fenêtre, les piétons marchaient d'un pas rapide. Laure suivit une jeune femme avec une poussette des yeux et regarda son amie. Je ne sais pas, mais quelque chose ne colle pas ici. Quand un homme est pris en flagrant délit de tromperie, il se met normalement en colère, trouve des excuses ou se ferme complètement. Mais avoir le cœur brisé au milieu de la nuit pour un chausson de bébé, non, c'est une autre histoire. Et ce serait quoi? Qui sait? Mais ça donne l'impression que depuis de nombreuses années, il porte en lui quelque chose dont il n'a jamais parlé à personne. Anne laissa échapper un soupir lourd. Et que fais-je maintenant? Pour commencer, découvre la vérité. Suis ton propre mari. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Laure haussa les épaules.
Tu sais, il n'y a rien de pire que l'inconnu. L'occasion se présenta le lendemain. Le matin, Mark annonça qu'il avait une réunion avec des investisseurs en centre-ville. Cependant, vers midi, Anne aperçut par hasard son 4x4 près d'un parc public, et la curiosité l'emporta sur son hésitation. Elle le suivit. Chaque pas était difficile. Elle avait l'impression que n'importe quelle personne passant par là se retournerait et devinerait ce qu'elle faisait. Et elle se sentait ridicule pour cela. Mais en même temps, elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer. Mark était assis sur un banc près de la fontaine. Il vérifiait constamment sa montre, visiblement nerveux. 10 minutes plus tard, une femme grande et soignée apparut, à peu près de l'âge d'Anne. Elle portait un tailleur pantalon gris impeccable, ses cheveux tirés en un chignon soigné. Elle s'approcha d'un pas ferme, le salua sans sourire et s'assit à côté de lui. Anne se figea, se cachant derrière un vieux chêne épais. L'inconnu ouvrit une mallette en cuir, en sortit une épaisse enveloppe Kraft et la tendit à Mark. Anne retint son souffle. C'est fait. Voilà la réponse, pensa-t-elle. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle en voyait assez. Son mari parlait rapidement, clairement agité. La femme réagit à peine, se contentant de hocher la tête de temps en temps et de le regarder avec une concentration froide. La conversation ne dura pas longtemps. Se levant du banc, l'inconnu glissa sa mallette sous son bras et se dirigea vers la sortie du parc. Mark resta assis seul, la regardant s'éloigner, puis baissa les yeux vers l'enveloppe. Pendant quelques secondes, il la tint dans ses mains comme s'il ne pouvait pas se résoudre à l'ouvrir. De l'extérieur, cela donnait l'impression qu'à l'intérieur, il n'y avait pas une lettre ou des dossiers standards, mais quelque chose de bien plus important. Anne ne s'approcha pas de lui. La décision vint immédiatement. Elle se retourna et suivit d'un pas rapide la femme inconnue. La femme marcha avec assurance le long de l'avenue. Puis elle tourna dans une rue latérale et s'arrêta devant un bâtiment historique en briques avec de lourdes portes en bois. À côté de la porte se trouvait une plaque de laiton. Anne s'arrêta à 4 mètres, lisant les lettres gravées. Émilie Mercier, avocate spécialisée en droit des successions. Avocate. Anne resta confuse, perdue dans ses pensées. Ce n'était pas une maîtresse. Ce n'était pas une épouse secrète. C'était une avocate. Elle prit une profonde inspiration, poussa la lourde porte et entra dans le hall frais. La réceptionniste leva rapidement les yeux. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Je dois parler à Émilie, dit Anne fermement. C'est urgent. Cela concerne les documents de mon mari Mark. La réceptionniste fronça les sourcils. Il était juste avec elle, dit-elle. Mais à ce moment, Émilie elle-même sortit du bureau intérieur. Elle reconnut la femme qu'elle avait vue dans le parc. Vous êtes la femme de Mark, demanda l'avocate calmement, l'évaluant d'un regard perçant. Oui, je suis Anne. Je veux savoir ce qui se passe. Quel document lui avez-vous remis? Nous sommes mariés depuis 20 ans, et j'ai le droit de savoir. Entrez dans mon bureau, interrompit Émilie, faisant un geste invitant de la main. La pièce était décorée dans un style sobre et sérieux. Anne s'assit dans le fauteuil en cuir, sentant ses genoux trembler. Émilie s'assit en face d'elle. Je n'ai pas le droit de violer le secret professionnel de l'avocat, commença-t-elle, joignant ses doigts devant elle. Mais la situation a atteint un point où il semble que garder le silence ne soit plus possible. Votre mari essaie d'esquiver le bon sens et la loi. Vous ne savez probablement rien d'Anne Cartier, qui... Anne fronça les sourcils. C'est la première fois que j'entends ce nom. Émilie soupira lourdement. Je m'en doutais. Anne était le premier amour de votre mari. C'était avant que vous ne vous rencontriez, il y a un peu plus de 20 ans. Une romance intense et tragique. Anne était la fille d'un peintre célèbre. C'était une jeune femme libre, vibrante, totalement non conventionnelle. À l'intérieur, quelque chose se brisa en Anne. Fille d'un peintre. Des souvenirs inondèrent sa mémoire de Mark qui fronçait le nez à la vue de ses toiles. Quelles ordures, Anne? Pourquoi veux-tu ça? Comment il l'avait méthodiquement forcée à abandonner la peinture? Comment il exigeait qu'elle change son style vestimentaire bohème fluide pour un look corporatif rigide? Il essayait d'arracher l'artiste en moi, murmura-t-elle les lèvres pâles. Ou au contraire, il essayait de vous transformer en elle. Et puis, quand il a réalisé que c'était impossible,
il vous a fait devenir une inconnue. Marc n'a jamais réussi à lâcher le passé. Émilie continua doucement. Anne est morte il y a 20 ans, un accident de voiture dans des circonstances plutôt sombres. Son père a longtemps vécu à l'étranger. Anne a laissé un demi-frère, Kevin. Mais Marc a transformé le souvenir d'Anne en une sorte de relique sacrée. Aucune femme vivante ne pourrait jamais rivaliser avec ce fantôme fictif et idéalisé. Vous avez vécu dans l'ombre d'un fantôme, Anne. Mon Dieu. Elle se couvrit le visage de ses mains. 20 ans d'exigence, 20 ans de critique. Son mari parlait, sa façon de parler, l'incapacité d'être parfaite. Au final, elle avait été en compétition avec une femme morte et avait perdu avant même de marcher vers l'autel. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Anne leva la tête brusquement. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais sa voix sortit étonnamment ferme. Pourquoi l'avez-vous rencontré? Et c'est quoi ce chausson de bébé jaune? Émilie parut visiblement mal à l'aise. Vous avez trouvé le chausson avec Marc? Oui. Dans la machine à laver au milieu de la nuit. Émilie se pencha en arrière dans son fauteuil et regarda longuement par la fenêtre. Puis elle prit une décision. Ce que je vais vous dire maintenant va tout changer. J'avais l'intention de vous chercher personnellement parce que Marc refuse déjà d'écouter la raison. L'avocate ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une copie d'une vieille enveloppe jaunie par le temps. Peu de temps avant sa mort, Anne m'a laissé une lettre contenant une directive claire dans une fiducie légale à ouvrir et à remettre aux bénéficiaires, son frère Kevin et Marc, le jour exact où son fils aurait 20 ans. Anne arrêta de respirer. Fils? Quel fils? Elle avait un fils. Oui, confirma Émilie. Un petit garçon. Marc est convaincu que le bébé est mort avec la mère dans cet accident il y a 20 ans. C'est ce qu'on lui a dit. Il n'avait qu'un seul chausson. L'autre est resté au petit pied du bébé. Dans sa lettre, Anne affirmait que son fils était en danger à cause de ses proches paternels. Elle voulait protéger son enfant. Anne essaya de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. La lettre devait être ouverte le jour de ses 20 ans. Cela signifie que le garçon aurait pu survivre. Exactement. Émilie se pencha en avant. Dans les dossiers légaux, il n'y a pas un seul document prouvant la mort du bébé. Pas de certificat de décès, pas de rapport de médecin légiste, rien. Juste des oui-dire qu'il était mort. Anne a caché son fils. Et Marc n'a appris cela qu'hier, lorsque je lui ai remis la copie de la lettre. Alors c'est pour ça qu'il a réagi comme ça, murmura Anne. Il a réalisé que son fils pourrait être en vie, un enfant de la femme qu'il aimait. Le problème, Anne, c'est que Marc m'a catégoriquement interdit de chercher ce garçon. Il m'a dit, mon fils est mort, et s'il est vivant, je n'ai pas besoin de lui. J'ai une famille. J'ai Hugo. J'ai une fusion d'entreprises en jeu. Votre mari était terrifié qu'un scandale du passé ne détruise l'accord avec les Dubois. Et il y a une autre raison, Anne. Tant que Paul est officiellement considéré comme mort, c'est Kevin qui gère l'intégralité du fonds de fiducie qui appartient de droit au garçon. Admettre que son neveu est en vie signifierait perdre le contrôle sur toute une fortune. Un feu s'alluma dans la poitrine d'Anne. Son mari, l'homme qui exigeait la perfection de tout le monde, se révélait non seulement lâche, mais il avait trahi le grand amour de sa propre vie et aussi son enfant qui avait survécu, et tout cela pour l'argent de Robert. Et maintenant, il détruisait la vie d'Hugo pour la même raison exacte. Je dois trouver ce garçon, dit-elle fermement sans hésitation. S'il est en vie, il doit connaître la vérité. Marc ne vous pardonnera pas cela, prévint Émilie, la regardant avec un mélange de respect et d'inquiétude. Il ne reculera devant rien pour maintenir son illusion de contrôle. Qu'il essaie. Anne sourit tristement. J'ai passé 20 ans à être son ombre docile. Il est temps de passer à la lumière. Le soir même, une tempête éclata dans leur appartement. Anne rentra tard. Marc était déjà là, assis dans le salon dans l'obscurité sans allumer la lampe. Sur la table basse devant lui se trouvait un verre de bourbon à moitié vide. Où étais-tu? Anne actionna l'interrupteur. Une lumière vive inonda le salon. Marc ferma les yeux inconfortablement. J'étais avec Émilie Mercier, répondit Anne calmement, retirant ses chaussures et entrant dans la pièce. Son mari s'étrangla avec sa boisson. Le verre claqua sur la table. Il se leva lentement, le visage rougi de taches rouges.
Que as-tu dit? Je sais tout sur Anne Cartier, sur la lettre et sur le fils qui a maintenant 20 ans. Marc se jeta vers sa femme, les mains serrées en poing. Il s'arrêta à un pas d'elle, respirant lourdement comme un taureau acculé. Quel droit avais-tu de te mêler de mes affaires? Tu ne comprends rien. Je comprends assez. Anne ne recula pas d'un seul pas. Je comprends que tu as aimé une autre femme toute ta vie et que tu m'as utilisé comme façade. Et tu m'as même forcé à abandonner mon art juste parce qu'Anne était la fille d'un peintre et que tu ne supportais pas la ressemblance. Je comprends que tu es un lâche. Tais-toi. Marc leva la main, mais elle trembla et retomba impuissante. C'est mon fils. J'ai dit à Émilie de clore ce dossier. Le garçon est mort. Et s'il est vivant, comment pourrais-tu? C'est une partie de toi. Une partie de cette femme que tu as tant aimée. Comment arrives-tu à dormir paisiblement en sachant que quelque part là-bas se trouve ton fils? Peut-être en ayant besoin d'aide. Je n'ai qu'un seul fils, rétorqua Marc, la regardant avec dégoût, Hugo. Et il va épouser Sophie. Et s'il ne l'épouse pas, alors tu ne m'arrêteras pas. Et si tu t'approches de cette avocate à nouveau ou commences à exhumer cette histoire d'Anne, je te détruirai. Tu te retrouveras seul dans la rue sans un sou. Tu me menaces avec de l'argent, Marc. J'ai travaillé comme comptable pendant 20 ans, et je connais la valeur de chaque centime. Je ne peux pas être acheté. Nous verrons. Son mari dit entre les dents. Je t'interdis d'interférer et de prononcer le nom d'Anne dans cette maison. Compris? Non, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Anne se retourna et se dirigea vers le miroir du hall. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux ternes, la regardait. Mais dans ses yeux, il y avait un feu qui n'avait pas été là depuis 20 ans. Le feu d'une femme qui se retrouvait enfin, se libérant des chaînes des attentes des autres. Le lendemain matin, ce feu n'avait pas disparu. Il s'était transformé en une détermination calme et froide. Trouver les coordonnées de Kevin Cartier ne fut pas difficile. Un homme de son statut et de son influence apparaissait dans de nombreux registres publics. Anne appela son secrétariat ce matin-là, se présentant comme la femme de Marc. Elle insista d'un ton inflexible pour un entretien personnel, citant des circonstances extrêmement délicates liées au passé de sa famille. Apparemment, le nom de famille de son mari fit l'affaire. Car après une brève pause, la secrétaire fixa le rendez-vous pour midi. Et ainsi, en franchissant le seuil du bureau de direction de l'inconnu, Anne sentit les restes de l'anxiété de la veille enfin se dissiper. Le silence dans le bureau était si épais qu'on aurait dit que si elle parlait trop fort, il se briserait comme du verre. Le bureau d'angle de Cartier était impeccable. Un lourd bureau en acajou, des bibliothèques atteignant le plafond, la douce lueur de lampes coûteuses, l'homme assis en face d'elle ne ressemblait en rien au frère de l'âne dont elle avait tant appris. Soigné, habillé à la perfection avec le regard froid de quelqu'un habitué à décider de la vie des autres d'un simple coup de fil. « Je crois que vous avez dépassé les bornes, » dit Kevin calmement, « c'est pourquoi je vous suggère de laisser tomber cette histoire. » Laisser tomber? Anne serra plus fort la lanière de son sac à main. Peut-être que votre neveu est vivant. Anne a laissé une lettre. Vous le saviez. Un éclair d'irritation traversa le visage de Cartier. Dans ces derniers mois, ma sœur était gravement malade. Elle avait cessé de faire confiance aux gens. Elle inventait des menaces qui n'existaient pas. Tout cela n'était que le résultat de sa maladie. Vous dites que vous considérez la lettre comme une fabrication? Je considère que l'enfant est mort avec sa mère exactement comme cela a été établi il y a de nombreuses années. Établi par qui? Anne ne recula pas. Dans les dossiers officiels, il n'y a pas de certificat de décès, pas de rapport du coroner. Il n'y a que l'affirmation qu'il est mort. Kevin se leva lentement de derrière son bureau. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous engagez. Il fit le tour et s'arrêta devant elle. Cela fait plus de 20 ans. Les gens sont passés à autre chose après cette tragédie. Ils ont appris à continuer. Il n'est pas nécessaire de tout cela. Alors pourquoi mes questions vous dérangent-elles autant? Pendant quelques secondes, ils restèrent en silence. Parce que la curiosité des autres a parfois un prix élevé, dit Kevin doucement. Et vous et votre mari devriez vous en souvenir. Ne compliquez pas vos vies. Anne le regarda droit dans les yeux. Et vous savez ce qui est étrange?
Une personne qui est certaine d'avoir raison n'essaie normalement pas d'intimider qui que ce soit. Kevin ne dit rien. Donc, si vous ne cachez vraiment rien, vous n'avez rien à craindre, ajouta-t-elle. Se retournant, Anne sortit. Et une fois dans le couloir, elle sentit ses paumes transpirer de tension. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa à quel point cette conversation avait été lourde. Cette nuit-là, à la maison, une conversation qu'elle et Mark avaient évitée pendant des années les attendait. Il la rencontra à la porte. « Tu es allé voir Kevin ?» Anne sut instantanément que son mari avait déjà été informé. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je veux comprendre. » Il passa la main dans ses cheveux, arpentant nerveusement. « Tu ne sais même pas qui est cet homme. »« Si, je sais. »« Non, tu ne sais pas. Ce genre de personnes n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. Nous parlons de ton fils. » Et on y va encore. Mark se tourna vers la fenêtre. Il n'y a pas de fils. Est-ce que tu y crois toi-même? Il se retourna brusquement. Et tu as cru une lettre d'une femme que tu n'as jamais rencontrée? Je crois aux faits, et les faits sont très rares pour une histoire comme celle-ci. Mark s'effondra lourdement sur le canapé. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déjà causé. Ils m'ont appelé aujourd'hui. Ils ont posé des questions. À cause de toi, quelque chose qui aurait dû rester dans le passé refait surface. Donc, ce qui te préoccupe, ce sont les questions des autres. Ce qui me préoccupe, c'est ma vie. Anne regarda son mari longuement. Elle ne vit pas un homme au cœur brisé qui avait vécu une tragédie, mais un homme terrifié surtout à l'idée de perdre le monde confortable auquel il était habitué. J'essaie juste de t'aider à trouver la vérité parce que je n'en ai pas besoin. Et ces mots sortirent d'une manière qui le surprit même. Anne sentit quelque chose en elle se briser définitivement. Alors c'est comme ça. Si cacher cette histoire est plus important pour toi que la famille, fais ce que tu veux. Elle entra discrètement dans la chambre, sortit une valise et commença à faire ses affaires. Son mari se tenait dans l'embrasure de la porte. Tu es sérieuse? Oui. Pour ça? Anne ferma le sac. Non, Mark, pas pour ça. J'ai finalement réalisé que tout était déjà terminé il y a longtemps. Parmi ses vêtements se trouvait le petit chausson jauni. Elle le glissa soigneusement dans l'une des poches latérales de sa valise et quitta l'appartement quelques minutes plus tard. Mark n'essaya même pas de l'arrêter. 1 heure plus tard, Anne était assise dans la cuisine de la maison de Ville de l'Or. Sur la table se trouvaient des tasses de thé à l'amande poivrée, et dehors, le soir tombait lentement. Laure poussa une assiette de biscuits vers elle et lui couvrit doucement la main. C'est difficile. Anne resta pensive. Étrangement, non, ça devrait faire mal, mais je ne ressens rien. Laure la regarda attentivement. Ça n'arrive pas. Si, ça arrive, répondit Anne doucement. Quand on passe trop de temps à vivre pour quelqu'un d'autre, elle but une gorgée du thé froid. Tu sais, je n'ai aucune idée de ce que je vais devenir demain. Et ça te fait peur? Anne regarda par la fenêtre sombre et sourit soudain un peu. Mais pour être honnête, il est devenu plus facile de respirer. Dans le couloir, la serrure fit un clic. Un homme grand aux yeux bienveillants entra dans la cuisine, retirant son manteau en entrant. Ah, nous avons de la compagnie, il sourit chaleureusement. Bonsoir. Je suis Grégoire. C'est le cousin au 2e degré de Laure, expliqua-t-elle. Un cardiologue, veuf, et un très bon homme. Grégoire, c'est Anne, et elle a vraiment besoin d'aide en ce moment. Grégoire regarda attentivement l'invité, et dans son regard, il n'y avait ni pitié ni curiosité, juste une compréhension profonde et calme. Bonsoir, Anne. Tu sais, en médecine, il y a des règles. Quand ça fait mal, il faut garantir le repos et le bon traitement. Alors, tu peux considérer que tu as atterri dans le meilleur refuge. Anne sourit sincèrement. Globalement, la nuit se passa bien. Bien qu'Anne ne put repousser les pensées tristes, et le lendemain, la recherche continua. Les avocats recommandés par Grégoire engagèrent un détective privé expérimenté pour l'affaire. Celui-ci, par ses propres canaux, déterra des informations sur des transactions financières secrètes effectuées par Kevin Cartier. Laure, regarde. Anne traça un crayon sur les papiers étalés sur la table. Kevin Cartier transfère de grosses sommes depuis des années à un dénommé Denis Cartier.
Marc, à qui Anne avait de toute façon envoyé des copies des documents, fit irruption dans l'appartement de Laure le lendemain. C'est lui, cria son mari, agitant les papiers. Ses yeux brillaient d'un feu presque fou. Denis, mon fils, j'ai trouvé son adresse. J'y vais. Mais le miracle ne se produisit pas. Quand il revint ce soir-là, son mari avait l'air d'avoir 10 ans de plus. C'est un parent éloigné, dit-il d'une voix brisée, s'effondrant dans une chaise. Neveu de l'ex-femme de Kevin. Il est payé pour se taire sur une fraude immobilière. Ce n'est pas mon fils. Kevin avait raison. Le garçon est mort. Non, dit Anne fermement. Nous avons juste cherché au mauvais endroit. La réponse vint d'où il s'y attendait le moins. Grégoire, qui travaillait au centre médical régional, rentra chez lui un soir l'air très sérieux. Anne, à mon étage en ce moment se trouve une patiente nommée Marianne, une infirmière à la retraite. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. La médecine ne peut plus rien pour elle, et elle passe tout son temps à pleurer, à demander pardon à une Anne Cartier pour des documents falsifiés suite à un vieil accident. Je me suis souvenu du nom de famille que toi et Laure avez mentionné l'autre jour, et je pense que tu devrais lui parler. Il semble qu'elle ait besoin de vider sa conscience. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et apportait de lourdes pensées. Une vieille femme fragile tourna difficilement la tête vers Anne. Vous cherchez le fils d'Anne, murmura Marianne. Oui. Anne lui serra la main faible. S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. L'accident était une mise en scène. Des larmes coulaient sur les rides de son visage. Anne est morte sur le coup, mais le bébé a survécu. Il a été projeté de l'épave, a atterri dans l'herbe. J'étais dans la première ambulance. Nous l'avons amené à l'hôpital et puis Kevin est arrivé. La femme eut une quinte de tout et Grégoire lui donna de l'eau. Il a payé le directeur de l'hôpital. Il a dit que le père d'Anne avait laissé un testament. L'énorme fortune, les tableaux, les comptes offshore, tout. Tout cela devait passer au petit-fils. Si le garçon avait été vivant, Kevin n'aurait rien eu. Mon Dieu. Anne se couvrit la bouche de sa main. Pour de l'argent, l'oncle du garçon a enlevé son neveu. Et où est-il? Qu'a-t-il fait de l'enfant? Il l'a envoyé dans le système de famille d'accueil en province, falsifiant les papiers, murmura la femme. Il a simulé sa mort, a dit que le bébé était mort dans l'accident. Le garçon s'appelait Petit Paul, Paul Dubois. J'ai gardé une copie de son acte de naissance et aussi le dossier d'admission à l'hôpital de cette nuit-là avec l'écriture du médecin même qui a géré l'accouchement d'urgence. Tout est là, dans un vieux dossier sous mon matelas depuis 20 ans. Que Dieu me pardonne. Il s'avéra que Paul Dubois avait 20 ans. Il étudiait pour être mécanicien automobile. Il travaillait à temps partiel dans un atelier de réparation et avait un regard étrangement familier, un peu triste. Les yeux d'Anne. La rencontre eut lieu dans un petit restaurant à la périphérie de la ville. Marc, en voyant le jeune homme, pâlit et porta sa main à sa poitrine. La ressemblance était frappante. Bonjour. Paul regarda le couple assis en face de lui avec méfiance. On m'a dit que c'était au sujet de mes parents biologiques. Les connaissiez-vous? La gorge de Marc se serra. Des larmes coulaient sur son visage. Paul, je suis ton père. Le jeune homme recula. Quoi? Quel père? Mes parents sont morts dans un incendie. C'est ce qu'on m'a dit en famille d'accueil. C'est un mensonge. Marc essaya de saisir le bras du garçon. Ta mère est morte dans un accident de voiture et ton oncle Kevin t'a enlevé pour garder l'héritage. Je ne savais pas. Paul se leva brusquement. La chaise s'écrasa en arrière sur le sol. Vous êtes fou ou vous êtes des escrocs? Si vous êtes mon père, où étiez-vous pendant ces 20 dernières années? Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché? Pourquoi avez-vous juste cru la parole d'un oncle? Paul, écoute. Anne commença. Mais le jeune homme la coupa. Je ne veux rien entendre et ne me cherchez plus. J'ai ma propre vie. Il jeta un billet froissé sur la table pour payer le café et s'enfuit dans la rue. Marc, enfouissant son visage dans ses mains, commença à sangloter doucement. Il a raison, murmura son mari. Je suis un lâche. J'ai cru Kevin parce que c'était plus facile pour moi ainsi. Je suis resté à me complaire dans ma propre douleur au lieu de retourner le monde pour trouver la vérité.
Kevin ne tarda pas à réagir. Apprenant le contact avec Paul, il riposta. Des articles payés parurent dans la presse locale affirmant que la famille était un groupe d'escrocs essayant de s'emparer des biens d'un homme d'affaires honnête en utilisant un orphelin au hasard comme faux héritier. Mais ils avaient un atout dans leur manche que Cartier ignorait. Les documents conservés par Marianne, présentant cet ancien dossier hospitalier éprouvant, avec l'écriture et le cachet de l'institution elle-même, que le nouveau-né, présumé mort, avait en fait survécu à l'accident. Et tandis qu'Anne et Marc menaient cette guerre contre le passé, dans le présent, d'autres destins se dénouaient également. Dans la luxueuse demeure du bois, il y eut des cris. « Tu n'as pas le droit de faire ça à notre fille », rugit Robert, s'avançant vers Hugo. « Le mariage est dans un mois. Les invitations ont déjà été envoyées. » Hugo, pâle mais déterminé, resta immobile au milieu du salon. « Je n'épouserai pas Sophie. J'aime Chloé, et elle attend mon enfant. Éléonore. » Robert saisit sa poitrine théâtralement, s'effondrant sur le canapé. Quelle honte. Un enfant avec une infirmière de clinique au hasard. Tu viens de détruire ton avenir. À ce moment, les doubles portes s'ouvrirent. Et Sophie entra dans la pièce. Cheveux impeccables, robe de créateur, regard froid. « Papa, arrête de crier », dit-elle calmement, s'approchant du jeune homme. Il a fait ce qu'il fallait. « Sophie, qu'est-ce que tu dis ?» Sa mère était indignée. « Je dis la vérité. Je n'aime pas Hugo et il ne m'aime pas. Nous étions un projet commercial pour vous. Je ne veux pas de ça. » La jeune femme regarda Hugo et sourit inopinément. « Va prendre ta voiture et sois heureux. Merci d'avoir eu le courage. Moi, comme tu le vois, je n'ai pas eu le courage. » Hugo sortit en courant du manoir, se sentant comme si une dalle de béton avait été soulevée de ses épaules. Il avait choisi son amour, et grâce à cela, il se sentait vraiment un homme. Le procès fut brutal. Kevin se débattait. Ses avocats criaient à la falsification, mais le témoignage de Grégoire relatant les dernières paroles de Marianne, les vieux virements bancaires, les dossiers hospitaliers conservés en sécurité pendant tant d'années, et enfin le test ADN mirent tout en place. Lorsque le juge lut le verdict, Kevin resta là, courbé, soudain réduit à un homme pathétique et vaincu. Les documents prouvèrent l'échange d'identité. Paul fut officiellement et légalement reconnu comme le fils d'Anne Cartier et de Marc. Kevin, qui pendant 20 ans avait réussi à garder l'intégralité du patrimoine de sa sœur sous sa coupe simplement parce que son neveu était considéré comme mort ou disparu, perdit immédiatement tous ses droits sur le fonds de fiducie et fut placé en détention là, dans la salle d'audience. Ce soir-là, Marc et Paul restèrent seuls sur un banc près des marches du palais de justice. « Vous avez gagné », dit le jeune homme doucement, fixant les pointes de ses propres bottes. « Vous avez prouvé que vous êtes mon père. »« Non, mon fils. Ce n'est pas une victoire. » Marc sourit amèrement. « J'ai perdu la chose la plus importante. 20 ans de ta vie. Et pourquoi ne m'avez-vous pas cherché ?» Paul leva les yeux vers lui, accablé par une vieille douleur d'enfant placé en famille d'accueil. « Pourquoi avez-vous cru que j'étais mort sans même voir un corps ?» Marc resta silencieux longtemps. « Parce que j'ai toujours été puérilement faible. J'ai préféré m'apitoyer sur mon sort. Jouer le rôle de l'homme souffrant qui a perdu un grand amour était plus commode pour moi. Et se battre est toujours effrayant. Pardonne-moi. Je ne suis pas un père parfait. La vérité est que je suis une mauvaise personne. Mais si tu me laisses faire, je vais essayer de réparer au moins quelque chose. » Paul le regarda attentivement un instant. « Ne m'appelle pas fils, dit-il finalement. Je ne peux pas promettre que nous allons devenir une famille, mais nous pouvons essayer de commencer à parler comme deux personnes. » Un mois passa depuis le procès. « Anne, attends. » Marc la rattrapa près de la sortie du parc. Anne avait l'air différente. Elle ne portait plus de terne tailleur gris. Elle portait une robe d'été légère et fluide. Ses cheveux légèrement ondulés tombaient sur ses épaules. Elle avait maintenant une lueur intérieure paisible. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle s'arrêta, regardant son ex-mari avec une distance calme. « Anne, je comprends tout maintenant. » Il essaya de lui prendre la main, mais Anne se retira doucement. « J'étais aveugle. Je t'ai fait souffrir toutes ces années. Je t'ai forcé à être une ombre, mais cette ombre est partie. Il y a toi. Il y a moi.
Et je veux tout recommencer. Reviens à la maison, s'il te plaît. Anne le regarda dans les yeux et réalisa quelque chose d'important. Toutes ces années, elle avait enduré l'humiliation seulement par peur de finir seule, de devenir quelqu'un dont personne n'avait besoin, exactement comme lui en ce moment. Mais cette peur avait maintenant disparu pour toujours. Marc, l'amour est mort il y a longtemps. Tu l'as détruit avec des exigences, de l'indifférence, de l'égoïsme, et je ne veux pas retourner à cette vie. Anne, nous sommes une famille. Maintenant tu as Paul et essaie d'être un bon père pour lui. Et Hugo a aussi sa propre famille maintenant. J'ai déjà déposé les papiers du divorce. Tu recevras les documents par la poste. Elle se retourna et continua de marcher le long de l'avenue près des portes du parc. Grégoire l'attendait. Il ne la pressa pas. Il ne posa pas de questions. Il lui tendit juste un café et sourit chaleureusement. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Maintenant, oui. » Anne passa son bras dans le sien. « Tout va bien. » La relation entre eux se développa lentement, sans pression, sans manipulation. Grégoire était toujours là, fiable, compréhensif, sachant écouter et la valorisant exactement telle qu'elle était à ses côtés. Elle ne se sentait pas comme un accessoire, mais comme une égale absolue. Peu de temps après, le mariage d'Hugo et Chloé eut lieu. C'était une modeste réunion dans un petit restaurant rustique en dehors de la ville. La mariée, montrant déjà un ventre de bébé visible, rayonnait de bonheur. Lors, Anne, s'approcha de son amie, qui arrangeait les centres de table floraux. « Tous les deux veulent te demander quelque chose. Ils veulent que tu sois la marraine. » Laure, toujours dure et sarcastique, se couvrit soudain le visage de ses mains et commença à pleurer. « Oh mon Dieu, Anne, j'adorerais. Vous êtes ma famille. » Les deux femmes s'étreignirent, confirmant ce qu'elles savaient depuis longtemps. Que la véritable amitié entre femmes peut être plus forte que tout lien matrimonial. Un an passa. La large rivière continuait à charrier ses eaux lentement, majestueusement. Sur la rive herbeuse et verte, à l'ombre de vieux chênes, une grande table de pique-nique était dressée. Anne, riant, coupait la tarte faite maison que Grégoire avait préparée. À proximité, Hugo s'occupait du barbecue, discutant avec animation avec Paul. Deux frères, si différents en apparence, avaient trouvé un moyen de se comprendre étonnamment vite. Chloé, berçant sa petite fille dans ses bras, souriait en écoutant Laure, qui racontait une autre histoire amusante sur ses clients décorateurs. Et un peu plus loin, dans une chaise longue, était assis Marc. Il avait pas mal vieilli cette année-là, mais son regard était devenu plus clair. Il observait Paul, Hugo et Anne. Il avait finalement lâché le fantôme d'Anne, réalisant que pendant de nombreuses années, il n'avait pas aimé une personne réelle, mais seulement ses propres souvenirs et regrets. Kevin Cartier purgeait toujours sa peine en prison d'État pour fraude et falsification. Anne, descendant au bord de la rivière, inspira l'air frais. À un moment de sa vie, elle s'était considérée comme un vilain petit canard, une acolyte permanente de la vie des autres. Mais maintenant, elle était la maîtresse de son propre destin. Libre, authentique.